C'est le moment tant attendu de continuer mon top 100. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour continuer mon top 100. Alors, si vous suivez la chaîne, vous avez peut-être vu passer que j'ai commencé l'élaboration de mon top 100 qui a été un de nos buts de notre campagne Patreon. D'ailleurs, si jamais vous avez manqué la première vidéo, je vous invite à la regarder ici. Ciao! Vous allez pouvoir voir les positions numéro 100 à 91. Mais aujourd'hui, je vais continuer cette liste-là afin de vous présenter les numéros 90 jusqu'à 81. Encore une fois, si jamais il y a des jeux qui vous intéressent, ou vous voulez nous parler un peu de vos expériences, gênez-vous pas dans les commentaires. On se fait un devoir de répondre pratiquement à tout le monde. C'est certain, on va lire tous vos commentaires et c'est toujours agréable de voir les discussions qui s'en suivent. Parce que, bien entendu, ce top 100 se trouve être mon top, donc c'est pas du tout objectif, c'est vraiment ma version de mon top 100. Donc, c'est les jeux que moi, je préfère et je tente de vous expliquer également un peu pourquoi ils font partie de ma liste. Alors, c'est parti immédiatement avec le numéro 90. Et là, en 90e place, on retrouve Clank in Space. Bon, comme j'expliquais aussi dans une vidéo, je vais mettre aussi Clank avec ça parce que j'ai décidé de joindre certains jeux, donc les jeux qui offraient des versions différentes, qui étaient un peu similaires, ou juste parce que je le filais comme ça. Donc, j'ai décidé d'inclure les deux versions de Clank. Et là, vous allez remarquer, Clank est très bas dans ma liste. Je sais que c'est un jeu que beaucoup de gens aiment. Je sais que c'est un jeu qui est très aimé, même par, entre autres, le professeur Board Game qui adore ce jeu-là. Ça doit être aux alentours de son premier, ou du moins dans son top 3. Pour ma part, il est en numéro 90. C'est un jeu que j'aime, mais c'est pas un jeu que je trouve exceptionnel. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer si souvent que ça non plus, et je trouve même que la version In Space est peut-être un petit peu plus intéressante. Elle offre une petite couche de gaming de plus, parce que j'ai trouvé que la version régulière de Clank, c'était un bon jeu, c'est un jeu qui est intéressant, mais je sais pas, on dirait que le plaisir d'y jouer avait pas été là. Ceci dit, je n'ai pas encore joué à la version de Clank Legacy, c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup. Il fait partie de la liste des jeux que j'aimerais ça essayer éventuellement, mais Clank, ça reste quand même un excellent jeu parce que la preuve, il fait quand même ma liste. Je continue en numéro 89. Cette fois-ci, on retrouve un jeu qui s'appelle Dead Man's Draw. Je sais qu'en Europe, le jeu se trouve sous le nom de Capitaine Carcasse. Et là, on vient de parler de Clank, qui est un espèce de blockbuster que tout le monde devrait aimer. Dead Man's Draw, lui, est un jeu un peu plus méconnu parce que c'est un petit jeu de pousse ta chance. Donc, c'est un push your luck. Donc, on va tirer une carte, appliquer les effets et là, on va choisir est-ce qu'on continue. Si on continue, on a la chance de peut-être de buster. Donc, si jamais on a deux symboles pareils, à ce moment-là, notre tour se termine, les cartes vont la défausse. Mais si on décide d'arrêter, donc de ne pas pousser sa chance, on ramasse les cartes pour essayer de faire des points. C'est incroyable comment ce jeu-là est simple. Ce jeu-là est facile à jouer. Les parties s'enlignent une après l'autre. D'ailleurs, c'est un des jeux que j'ai le plus joué dans toute ma bibliothèque. Donc, je pense qu'il y a juste Santorini que j'ai plus joué que lui. Et c'est tout simplement parce qu'on peut y jouer avec absolument n'importe qui. Ce qui est drôle avec l'histoire de ce jeu-là, c'est que, bon, premièrement, c'est un des premiers Kickstarter que j'ai backé. Mais deuxièmement, c'est un jeu qui était une application cellulaire. Donc, sur iPhone, il y avait un jeu, Dead Man's Draw. Et là, ils ont décidé d'exporter le jeu et de faire une version physique. Donc, habituellement, c'est plus l'inverse qui se produit. Mais dans ce cas-là, ça a été issu d'un jeu vidéo. Encore une fois, un petit push your luck, rien de compliqué, mais c'est un jeu que j'ai toujours autant de plaisir à jouer. Je continue en numéro 88 avec un jeu qui s'appelle Las Vegas. Bon, on a peut-être déjà vu la version de Ravensburger avec les personnes qui lancent les dés sur le dessus ou la belle boîte de la version royale qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Mais Las Vegas, c'est un jeu de dés. Donc, on va brasser des dés et lorsqu'on va, ça va être notre tour, on va prendre une valeur de dés et on va les placer dans un casino. Parce qu'il y a des casinos numérotés de 1 à 6 autour du plateau et il y a des montants d'argent qui sont là. Donc, à notre tour, on va prendre une valeur de dés. Donc, exemple, si j'ai simplement un 1, je vais placer mon 1 dans le 1. Mais si jamais j'en ai plusieurs, je vais placer les dés là. Et là, à la fin que tout le monde ait placé ses dés, il va avoir un élément de majorité. Donc, la personne majoritaire dans chacun des casinos, des 6 casinos, va retirer le plus gros billet d'argent.
C'est tellement simple comme jeu. Et encore une fois, c'est un jeu qu'on a joué énormément avec des couples d'amis. On peut jouer en famille, on peut jouer entre amis. Même en gamer, c'est un petit filler intéressant. La version de Royal rajoute beaucoup de modules qui venaient du jeu de l'extension Boulevard qu'il y avait. Donc la version Royal est une version, une belle boîte noire, mais elle vient avec plein de petites extensions, des petits modules qu'on peut joindre à ça. Je dirais que Las Vegas, pour sa simplicité, et c'est un jeu que j'ai énormément joué, c'est vraiment un jeu que je conseille même aux gens qui sont pas nécessairement des joueurs de jeux de société. Quand on arrive à partie de famille ou des gens, c'est le fun, on brasse des dés, on les place dans des casinos, on fait de l'argent. Donc Las Vegas a vraiment tout pour plaire, un petit jeu très simple, mais aussi très intéressant. Je continue en numéro 87 avec Steampunk Rally. Steampunk Rally est une course. Et oui, le premier arrivé au fil d'arrivée va gagner. Mais ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est le petit côté qu'on va fabriquer une machine. Non, littéralement, on va fabriquer une machine, donc une machine de steampunk, donc avec plein de pièces, et là, on va drafter des cartes pour ce faire. Et ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est que ça se joue jusqu'à 7 joueurs, et tout le monde joue de manière simultanée. Ça veut dire qu'un coup qu'on crée un peu le concept, là, tout le monde va jouer, et chacune des parties, peu importe le nombre de joueurs, va se terminer aux alentours de 45 minutes. Donc, quand on va drafter une pièce, on va pouvoir retirer soit des dés qui vont nous servir à activer la machine, ou encore soit placer les pièces dans notre machine, justement. L'affaire, c'est qu'au courant de la course, ça se pourrait qu'on essaie d'aller un petit peu trop vite et qu'on ramasse du dommage. Et là, lorsqu'on va avoir des dégâts, notre machine risque d'exploser en morceaux. L'important, c'est que tant qu'on a un cockpit, on peut continuer et là, on va continuer de greffer des pièces. Donc, c'est un jeu très amusant, peu importe le nombre de joueurs, c'est le fun, on fabrique notre machine et là c'est le fun d'essayer de trouver les bonnes pièces au bon moment, d'avoir les bons dés parce que les dés vont être de l'énergie, donc des dés rouges, des dés jaunes, des dés bleus qui vont servir selon les types d'énergie, la vapeur, l'électricité, la combustion et on va devoir tenter de fabriquer une machine avec les cartes qu'on va drafter et ça reste un petit jeu très sympathique. Une nouvelle version d'ailleurs, Steampunk Rally Fusion devrait arriver l'année prochaine et j'ai très hâte de voir ça. Bon, il ne faut pas se le cacher, la direction artistique est faite par Mr. Cunnington, qui sont mes artistes favoris, et je dirais que le concept global du jeu qui a été fait par Roxley Games est vraiment une belle réussite, donc un jeu qui est très agréable à sortir, avec une belle présentation, ça aide toujours. On continue en numéro 86. C'est le jeu Valley of the Kings. Alors, j'ai la version premium et ça, c'est un nouvel entrant dans ma liste parce que c'est un jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il y a quelques mois à peine, j'ai découvert ce jeu-là et c'est un deck builder. Mais je dirais que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un deck builder pur. Et là, par deck builder pur, je m'entends, c'est un peu comme Dominion. Donc, on va jouer des cartes, on va les placer. Le jeu tourne vraiment autour du mécanisme de deck building. Donc, il n'y a pas de placement d'ouvriers autour, de gestion de ci ou gestion de ça. C'est vraiment qu'on a des cartes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que oui, on va tenter de bonifier notre deck, mais on va également tenter, pour gagner, de mettre les cartes en tombe. Donc, au courant de nos tours, on va pouvoir entomber, donc mettre en tombe, justement mettre à côté une carte. Et là, certaines autres cartes vont nous permettre de pouvoir les mettre là. Et là, à la fin de la partie, c'est ces cartes-là. Donc, les cartes qu'on a dans notre deck, c'est pas important. C'est les cartes qu'on va avoir mis dans la tombe qui vont marquer des points. Et je dirais que pour un deck builder, il y a beaucoup d'interactions. Donc, on peut jouer beaucoup avec le deck de l'autre, modifier les cartes de l'autre, donner des cartes à l'autre joueur. Donc, il y a vraiment beaucoup plus d'interactions que, par exemple, Dominion. Mais j'ai trouvé que Valley of the Kings avait vraiment beaucoup à offrir dans le type de jeu que c'est. Donc, le jeu vient avec beaucoup de variétés parce qu'à l'origine, c'est des petites boîtes. Et là, ils ont combiné les 3 petites boîtes pour faire une grosse version de luxe. J'ai même eu récemment une nouvelle petite extension qui est sortie, Necropolis. Je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai vraiment trouvé ça le fun de revoir un bon vieux deck builder pur. Et Valley of the Kings est vraiment un excellent jeu. Je continue en numéro 85. Et un autre jeu qui a une belle présentation, c'est Grim Forest, la forêt des frères Grimm. On ne se le cachera pas, c'est pas un gros jeu de gamer. C'est un jeu assez léger, qui est très intéressant à jouer, surtout à 4 joueurs, je dirais, parce que à 2 joueurs, il est plutôt ordinaire. Donc c'est certain, il y a du matériel vraiment magnifique, des belles petites figurines, mais encore une fois, direction artistique de Mr. Cunnington, donc c'est très joli. Mais à la base, c'est une course. Le premier joueur à avoir construit 3 petites maisons. Et oui, on est avec le thème des petits cochons. Et là, on va devoir mettre des bâtons dans les roues des autres joueurs en envoyant le gros méchant loup, en envoyant un dragon, en allant chercher. Et je trouve que c'est un jeu très simple, mais qui est très agréable. Ça fait des belles petites soirées, là, je dirais, avec des couples d'amis, des choses comme ça. C'est un jeu qui se sort bien, c'est un jeu qui se joue bien. C'est peut-être pas un plat principal de gamer, parce que, bon, c'est certain qu'il y a le petit hasard de choisir où on va aller, de pousser un peu, si on veut mettre aussi des bâtons dans les roues du leader. Donc, si on voit qu'un joueur est en avance, on va tenter de lui mettre les bâtons dans les roues, mais j'ai trouvé que c'est un petit jeu qui se présente bien. Une belle présentation comme ça fait en sorte que c'est très facile à sortir sur la table.
On est rendu en 84, c'est le jeu Chronicles of Crime. Alors, dans ma dernière vidéo, j'avais parlé un peu des unlocks, mais Chronicles of Crime a vraiment un petit quelque chose de différent. Il utilise une réalité augmentée. Et là, bon, c'est certain, la technologie, il y a beaucoup de gens qui vont jouer à des jeux de société pour s'éloigner de la technologie, mais j'ai trouvé que de la manière que c'était fait, c'était excellent parce que on a avec notre cellulaire, on va scanner des cartes et là, selon les endroits où on va être, on va pouvoir interagir avec différentes personnes. Et là, exemple, mettons que j'aurais un coroner ou un médecin comme carte, mais là, je peux proposer une carte, donc je vais lui montrer une carte, donc je scanne la carte, je scanne le personnage. Et il va me dire qu'est-ce qu'il en pense. Donc, je dirais qu'il y a un petit côté temps et le petit côté intrigue qui est vraiment intéressant dans ce jeu-là, de faire avancer une histoire. On a vraiment l'impression d'être dans un épisode de CSI. Et pour ça, et pour le petit côté de réalité augmentée, parce que oui, si on veut, on peut avoir des petites lunettes où on prend notre cellulaire ou un casque même de VR et on peut regarder les scènes. Donc, on va se tourner, on va essayer de regarder les différents éléments qu'on voit par terre. On va pouvoir dire aux joueurs, est-ce que vous voyez ça? Donc, d'essayer de trouver des petits indices comme ça. C'est vraiment le petit côté d'indices. Et le jeu est relativement accessible. C'est pas un jeu qui est énormément compliqué, donc c'est pas comme, mettons, détective où que là, on a une grosse enquête à faire, mais là, Chronicle of Crime, plusieurs petits scénarios très intéressants, et c'est la raison pour laquelle il fait mon top. En numéro 83, j'ai nommé, et là, il y a beaucoup de gens qui s'attendaient peut-être à l'avoir plus haut, c'est Marvel United. Et oui, vous le savez, j'aime les super-héros, j'adore les super-héros même, et j'ai beaucoup parlé de Marvel United dernièrement parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup joué avec mes enfants. Je dirais que c'est un petit jeu coopératif, très accessible, avec du beau matériel. Bon, encore une fois, la présentation sur table va y être pour quelque chose, parce que oui, les figurines sont très belles, mais le jeu est très intéressant quand même. C'est certain que j'ai la version de base, et là, l'année prochaine, je vais avoir une panoplie d'extensions qui vont arriver de Kickstarter. J'ai pris la totale, donc j'ai vraiment hâte de voir tout ce que le jeu va nous apporter, mais à la base, c'est un jeu qui est relativement simple, qui est accessible, coopératif, donc on peut jouer justement facilement en famille, et malgré tout, lorsqu'on joue avec les difficultés avancées, il faut quand même penser à nos affaires. Bon, c'est certain, quand je joue avec les enfants, je ne vais pas mettre ça dans la difficulté dans le Python, mais j'ai joué quelques parties avec des amis et lorsqu'on enlève les cartes qui sont les wild, donc les frimes, ça devient vraiment plus complexe et là on commence à être limité sur le nombre d'actions qu'on va pouvoir faire, donc on n'aura pas de temps à perdre à essayer de faire une telle chose, on va essayer d'aller droit au but pour affronter le vilain. Marvel United, un très beau jeu et j'ai très hâte d'ailleurs d'avoir les extensions. En numéro 82, c'est le jeu Puzzle Strike. Alors, Puzzle Strike est un jeu méconnu. Il est vraiment méconnu. Je pense que c'est le premier back builder. Vous savez, c'est un mécanisme qu'on commence à connaître de plus en plus. Les charlatans de Belcacel ont été si on veut, ils ont mis ça en premier plan, mais Puzzle Strike est un des premiers jeux à avoir fait ça. À la base, le jeu ressemblait énormément à Dominion, même qu'il y a eu plusieurs histoires un peu louches par rapport à ça. Je vais laisser ça de côté, les petites histoires de droits d'auteur ou quoi que ce soit. Je sais que quand le jeu est sorti, ça n'a pas fait l'unanimité. Donc, ultimement, ça ressemble vraiment beaucoup à Dominion, où on va avoir des stacks de cartes qu'on va pouvoir acheter, des petits jetons qu'on va acheter, et on va les placer dans notre sac, et là, notre tour, on va brasser, on va tirer des jetons, et on va pouvoir les appliquer. Ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est que le jeu vient avec un petit côté un peu Candy Crush, parce qu'on va avoir des petits diamants qu'on va placer dans notre plateau, et on va devoir attaquer l'autre. Donc, on va y envoyer des diamants et on va essayer de le faire remplir. Je dirais que ça fait penser un peu à Tetris Attack, qui est un jeu où on montait nos choses de Tetris, nos lignes, et là, quand on faisait des lignes, ça envoyait des pièces à l'autre joueur et l'autre devait essayer de dealer avec ça. Donc, pour la même chose, avec l'élément de deck building, là, on va tenter de faire crasher l'adversaire. Donc, c'est un petit jeu qui est méconnu, qui date déjà de quelques années maintenant, mais je dirais que c'est un jeu qui gagne à être connu. Il y a 2 versions, et là, il y a eu plusieurs éditions. Je pense que la dernière, c'est la 3e édition. Il y a également une extension qui est sortie, Shadows, et je trouve que c'est un jeu que je ne joue pas assez souvent, mais qui a le mérite d'être le premier back builder et d'être un jeu très intéressant. Maintenant, on est rendu au numéro 81, la dernière position de la journée, c'est le jeu Baron Park. Bon, vous le savez, il y a eu énormément de jeux avec des polyominoes, là, vous savez, les petites pièces de Tetris qui sont sorties à travers le temps. Et même, je dirais que depuis 2-3 ans, il y en a encore plus qui sortent. Donc, c'est certain que de tous ces jeux-là, des fois, c'est assez difficile bon, lequel est meilleur que lequel, mais je dirais que Baron Park se démarque parce que le jeu est accessible, encore une fois. On remarque souvent que dans les positions plus basses de ma liste, des jeux accessibles parce que, comme j'explique toujours, un jeu a beau être bon, mais s'il ne va pas sur la table,
j'y jouerai pas. Donc, c'est certain que les jeux qui sont accessibles vont être des jeux que je vais jouer plus souvent, bien entendu, parce que c'est plus facile de les sortir. Baron Park amène plein de petits éléments intéressants. On va devoir positionner nos tuiles, mais également tenter d'étendre notre parc. Et là, avec les différentes tuiles qu'on va recouvrir, parce que là, quand on va recouvrir certains icônes, on va pouvoir piéger certaines formes de tuiles pour essayer de compléter notre parc. Et là, avec ça, vient avec des petits objectifs. Donc, tenter d'avoir un certain nombre de pièces d'une sorte ou encore des configurations. Et on va tenter également de remplir chacun des plateaux parce qu'on va avoir 4 petits plateaux qu'on va accumuler au courant de la partie. Et lorsqu'on en a complété, on peut mettre une statue au milieu. Et là, plus on va être rapide pour prendre des statues et plus elles vont valoir des points. Baron Park, vraiment un jeu que j'adore. Il y a une extension, je n'ai même pas encore joué, qui inclut plein de petites choses, dont les monorails. C'est vraiment un jeu que j'aimerais, je pense, une extension que je vais probablement acquérir éventuellement. Mais Baron Park, j'ai toujours autant de plaisir à jouer à ce jeu-là. Et voilà! Ça fait le tour de mon top, donc la partie numéro 90 à 81 dans les jeux que j'ai nommés. Est-ce qu'il y en a qui vous intéressent? Est-ce qu'il y en a que vous avez aimé? Ou au contraire, que vous trouvez qu'ils n'ont pas du tout de place dans ma liste? Ben, gênez-vous pas dans les commentaires, ça nous fait toujours un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!